Bonsoir et bienvenue dans Édition spéciale. Cette semaine, l'opération spéciale russe en Ukraine entre dans son 6e mois. Déclenché le 24 février, ce conflit a résonné comme une onde de choc. Ses conséquences sont ressenties partout dans le monde aujourd'hui, que ce soit sur le plan diplomatique ou économique, même si une paix durable semble encore loin, car l'objectif premier de Moscou était de démilitariser ce pays frontalier et de le dénazifier. Certaines crises engendrées par ce conflit semblent se dénouer, à l'instar de l'exportation de céréales ukrainiennes. Aujourd'hui, nous allons essayer avec nos invités de faire un premier constat de ces 6 mois d'opposition armée. Pour cela, nous accueillons Gamal Abina, journaliste à Beurre FM et France Maghreb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous vous remercions. Nous accueillons également Sandra Fernandez, chercheuse au Centre de recherche en sciences politiques à l'Université de Minho au Portugal. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant toute chose, nous vous proposons de suivre ce premier constat proposé par notre journaliste Karim Bouaziz. C'était il y a 180 jours que les opérations débutèrent sur l'annonce du président russe Vladimir Poutine. Dénazifier l'Ukraine, mais aussi défendre les minorités russes qui résident dans les républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk, livrées à l'arbitraire des autorités de Kiev. Pourtant, les accords de Minsk garantissaient leur intégrité, foulés aux pieds par le président Zelensky et autres puissances avec leur rôle d'arbitre dans ces discussions. La goutte d'eau a été également la volonté de Kiev d'entrer dans l'OTAN. Sur le terrain, dès les premiers jours des opérations, des fortes explosions sont entendues dans les alentours de Kiev, ainsi que dans plusieurs villes de l'Est et Sud du pays. Fait rare, l'Union européenne annonce d'emblée la livraison d'armes à l'Ukraine. Dans la foulée, les Occidentaux décident d'enclencher une série de sanctions économiques à l'endroit de la Russie, durcies au fil du temps. Très vite, avec sa supériorité technique et puissance de feu, les troupes russes s'emparent de la quasi-totalité de la région stratégique de Kherson, au sud de l'Ukraine, laquelle devient la première grande ville à tomber aux mains russes. Essentielle surtout pour l'agriculture, mais pas que, puisque la région est stratégique, aussi car limitrophe de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, aux grandes dames des Occidentaux. Autre événement phare, le siège de Mariupol au sud-est du pays. La mainmise sur ce port stratégique de la mer d'Azov permettrait à Moscou de lier la Crimée annexée aux zones pro-russes du Donbass. Quelques 2500 combattants ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal avec 1 millier de civils vont résister jusqu'à la mi-mai avant de se rendre. Sur le front diplomatique, les Occidentaux accusent Moscou de provoquer une crise alimentaire mondiale. Le blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire empêche l'Ukraine, un grand exportateur mondial, d'exporter les quelques 20 millions de tonnes de céréales entreposées dans ses silos. Un accord est finalement conclu le 22 juillet sous l'égide de l'ONU et grâce à une médiation turque. Début août, un premier cargo chargé de 26 000 tonnes de maïs quitte le port ukrainien d'Odessa. Les cruciales exportations de gaz russe vers l'Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie, sont en baisse constante. Gazprom a aussi interrompu ses livraisons à plusieurs clients européens qui ont refusé de payer en monnaie russe, le rouble. Le 22 août, Dugina Daria est tuée à bord de son véhicule quand celui-ci explose sur une autoroute à une 40aine de kilomètres de Moscou. Journaliste et politologue, elle était la fille d'Alexandre Dugin, conseiller phare du président russe Poutine, qui présente ses condoléances et dénonce un crime ignoble. Les enquêteurs du FSB, service de sécurité russe, soupçonnent à travers les premiers éléments de l'enquête la piste ukrainienne. Alors, retour au plateau donc avec nos invités, en l'occurrence Gamal Abina et Sandra Fernandez. Tout d'abord, Monsieur Abina, comme on vient de le voir, en 6 mois, ce conflit a connu plusieurs dates clés, plusieurs rebondissements. Nous allons essayer d'aborder les plus importants tout au long de cette émission, mais d'abord, quelle est la situation actuelle ? Déjà, vous venez d'évoquer quelque chose d'important pour moi parce que j'ai eu l'occasion de partager des plateaux avec Daria Platonova, qui est en vérité Daria Dugin. Donc, je voulais lui rendre hommage parce que ce crime abject qui a consisté à faire exploser son véhicule est un acte de terrorisme qualifié, évidemment. Alors, étrangement, dans la presse occidentale, on commence à travailler sur on va appeler ça la stratégie du complot, hein, ils appellent ça le complotisme, c'est-à-dire qu'on imagine que ce serait peut-être d'autres personnes que ceux qui lui en voulaient, qui l'ont assassiné, mais c'est bien un lâche assassinat. Alors je ne partageais pas toutes les idées politiques avec cette jeune femme,
qui n'avait que 29 ans, pour rappel, qui était la fille d'Alexandre Douguin, Vous m'aviez confié en coulisses, Monsieur Abina, que vous aviez déjà connu cette femme. Absolument. C'était une ultranationaliste russe qui avait comme idée l'Eurasie, donc la jonction entre la Russie, l'Asie et l'Europe. C'était la grande Russie élargie. Les thèses prônées par son père, qui était visé d'ailleurs dans cet attentat. Tout à fait, c'est ce que développait comme idée son père. Alors, la lecture des choses, qui est une lecture intéressante de l'unification de l'Europe, Asie-Europe, était pas mal. Ce qui me plaisait un peu moins la concernant, mais c'est pour autant, ça restait quelqu'un de charmant au-delà de ça, c'est le fait qu'elle voulait faire appel aux nationalistes européens pour obtenir ce genre de résultats, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode, sachant qu'ils sont aujourd'hui opposés à des néo-nazis en Ukraine. C'est très surprenant ce genre de lecture, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'était que des penseurs, c'était pas autre chose. On leur reprochait certainement d'avoir poussé peut-être la Russie à envahir l'Ukraine, même s'il n'y avait pas besoin d'eux, puisque les termes du débat étaient déjà posés. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, j'en rends hommage à cette jeune femme qui a été assassinée lâchement par des terroristes. Il faut appeler les termes, faut les appeler tels qu'ils sont, les terroristes. Une jeune femme qui n'avait que 29 ans et qui paye le prix de ses idées, ce qui est quand même absolument déplorable, même si c'est pas forcément nos idées. Il faut respecter les idées et ne pas assassiner les gens pour ça. Très bien, donc vous avez retenu ce dernier événement pour citer ou situer la situation actuelle. Nous allons aborder ce sujet avec plus de détails durant cette émission. Je me retourne vers vous, Sandra Fernandez. Comment, pour vous, quel constat faire aujourd'hui de cette situation, de ce conflit en Ukraine ? Bonsoir à nouveau. Nous sommes dans le début du 6e mois de guerre, bientôt. C'est une date symbolique et il y a un grand symbolisme associé au prochain 24 août, qui sera donc le jour du 6e mois de la guerre, parce que c'est aussi le jour de l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Et donc, nous avons ici un grand symbolisme et aussi 6 mois de guerre par rapport auxquels nous commençons à comprendre très bien qu'elle sera longue. Une guerre longue, puisque d'ailleurs les Russes ont dû revoir leurs objectifs opérationnels. Une guerre qui avait des objectifs bien plus élargis et plus rapides jusqu'à fin mars. Et une guerre maintenant que les Russes font de façon plus lente, mais également plus sûre par rapport à la conquête des territoires dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine. Une guerre également très coûteuse du point de vue des civils. Et une guerre aussi où on va dire les provocations et les effets de confusion sont également utilisés. Je pense que l'assassinat de cette jeune femme, donc la fille de cet idéologue ultranationaliste, Alexandre Douguin, ainsi que d'autres événements autour et très proches de la date anniversaire, ont pour objectif de décrédibiliser tant le côté russe comme le côté ukrainien de façon réciproque. Donc 6 mois de guerre, une guerre qui est européenne, qui est globale et que nous comprenons qui sera longue et persistante. D'accord, donc selon vous, ce conflit va durer encore longtemps. Je me retourne vers Monsieur Abina. Alors le conflit russo-ukrainien a ravivé de vieux souvenirs de catastrophes nucléaires, notamment avec les derniers bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. D'ailleurs, la Russie vient de tirer la sonnette d'alarme et réclame désormais une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette centrale. Doit-on craindre aujourd'hui une catastrophe naturelle, une catastrophe nucléaire, je m'excuse. Oui, j'entends bien. Et naturelle par ricochet. Ce serait effectivement naturel par l'homme, effectivement, parce que ça nous renvoie à une autre catastrophe que vous connaissez tous évidemment, c'est Tchernobyl qui est en Ukraine encore une fois. C'est une catastrophe de laxisme de l'époque soviétique. Là aujourd'hui, c'est pas le même problème. La problématique qui se pose, c'est d'utiliser la centrale nucléaire comme une arme de terreur massive. Les Ukrainiens ne tirent pas directement sur le cœur du réacteur parce qu'ils savent que les conséquences seraient désastreuses pour leur propre pays, pour commencer. Mais surtout, c'est une façon de dire, en envoyant la balle aux Russes, qui est assez ridicule puisque les Russes possèdent la zone,
que les Russes seraient peut-être en mesure ou peut-être en risque de faire sauter une centrale sur un territoire qu'ils contrôlent. Ça ne tient pas vraiment la route. En revanche, ça servirait bien les intérêts de l'Ukraine. Alors simplement pour rappeler les 6 mois de guerre, parce qu'on vient de l'évoquer un instant, je ne sais pas si la guerre sera longue, c'est difficile à dire. C'est l'Europe qui a été, l'Europe et les États-Unis pour être précis, qui alimentent cette guerre. Je veux dire, la guerre est perdue dès le premier jour, une fois que les infrastructures ukrainiennes militaires ont été balayées, ils n'ont plus le contrôle du ciel. Mais c'est vrai que l'alimentation de cette guerre par la terre donne le sentiment, et ça renvoie un petit peu à la guerre de 36 en Espagne, que les Européens se prennent pour des brigades internationales qui lutteraient contre le fascisme, inversé en l'occurrence, puisqu'il se trouve que dans l'Ukraine aujourd'hui, il n'y a pas que les fascistes, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ukronazis, donc des néo-nazis revendiqués, ils ne font même pas semblant d'adorer Hitler, qui se battent contre les Russes de façon haineuse et raciste. Et ça donne le sentiment qu'effectivement, la guerre, on peut la faire durer. Alors, on peut ou veut la faire durer. Après, je serais plutôt optimiste, moi. L'hiver arrivant, beaucoup d'Européens se posent la question de l'intérêt de faire perdurer une guerre perdue d'avance, parce qu'il n'y a aucune chance de victoire côté ukrainien, contre le fait qu'effectivement, il n'y ait plus la possibilité de remplacer les ressources énergétiques que les Russes commencent plus ou moins à réduire, voire à couper. Et donc, cette guerre sera dépendante de 2 choses. La première, le théâtre d'opération sur place. Est-ce que les soldats ukrainiens vont supporter longtemps d'être finalement dans une situation de dégradation morale évidente, puisque les Russes tiennent le territoire? Et surtout, est-ce que les Européens seront en mesure de faire face à une dégradation de leurs conditions personnelles de vie? Est-ce qu'ils vont accepter de se sacrifier? Parce que leur population surtout, oui. Bien sûr, il y a des manifestations en Angleterre, on le voit, des grèves en cascade. Les Allemands commencent à parler de réduction considérable des capacités énergétiques internes pour chauffer les gens. Donc ça va certainement retourner une population qui ne s'attendait pas à ce que les Russes, qui auraient dû être sanctionnés du point de vue européen, finissent par être les grands gagnants de la guerre, puisqu'ils ont engrangé en 6 mois 167 milliards de dollars d'excédents commerciaux, ce qui fait de la Russie la plus grande puissance économique européenne aujourd'hui en termes de rendement, en termes effectivement de balance commerciale. Donc c'est vrai que c'est très étonnant de voir que l'Ukraine se trouve dans une situation quasiment entre le marteau et l'enclume, que les Européens appuient alors qu'ils n'ont plus les moyens et que les États-Unis continuent à faire des ventes en guerre alors que c'est eux les principaux artisans de malheureusement cette volonté de faire de l'Ukraine une nouvelle plateforme de l'OTAN. Très bien. Sandra Fernandez, qu'en pensez-vous? On vient de le dire, la Russie réclame désormais une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Doit-on craindre aujourd'hui une catastrophe nucléaire? Eh bien, je commencerai par dire que je ne partage pas le point de vue de mon collègue de débat ce soir, dans le sens où mon analyse est plus distante et moins positionnée du côté russe. Donc, je ne partage pas le point de vue. Par contre, je partage toutes les questions qui sont soulevées. Ce sont des questions importantes sur lesquelles nous devons effectivement avoir un point de vue pour comprendre ce qui se passe. Par rapport au danger nucléaire dans la centrale de Zaporijia, effectivement, à partir du moment où il y a des explosions autour de réacteurs nucléaires, et surtout dans un pays, comme l'a dit mon collègue de plateau, où il y a eu une énorme catastrophe nucléaire en 1986, et les Ukrainiens s'en souviennent bien, il y a motif à préoccupation. C'est effectivement, la centrale est contrôlée par les Russes, et il faut une enquête pour déterminer les responsabilités. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui qui fait les attaques, si les Ukrainiens, si les Russes, mais je crois que l'acceptation de la part du président Poutine vendredi dernier en dialogue avec le président français d'accepter une visite de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sous contrôle des Russes pourra ouvrir une voie diplomatique pour que ces attaques cessent et pour sécuriser une centrale qui a été construite justement sous la direction de l'ancien directeur de Tchernobyl pour qu'elle soit plus sûre que Tchernobyl. Mais lorsqu'on parle d'un terrain de guerre, le risque existe et une explosion nucléaire à Zaporijia pourrait avoir les mêmes dégâts qu'une arme nucléaire tactique lancée par un missile. Et puisqu'on parle de nucléaire, pensez-vous que ce conflit ira jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire? Alors, pour le moment, c'était une grande crainte jusqu'à fin mars. Il y avait effectivement cette crainte et ensuite qui est revenue pour l'occasion de l'anniversaire de la grande guerre patriotique, comme les Russes l'appellent, donc qui marque leur rôle dans la victoire contre l'Allemagne nazie qui est fêtée le 9 mai. Mais depuis, le danger d'une arme nucléaire tactique a été reculé
par rapport à la redéfinition de la façon dont les Russes mènent cette guerre. Comme je disais, une guerre lente. Ils avancent lentement, mais plus sûrement, c'est-à-dire que les territoires occupés sont effectivement bien contrôlés. Très bien. Donc, on comprend qu'il y a eu quand même une réorientation des objectifs de guerre du président Poutine. Oui. Mais si l'on pense que la guerre est quand même une guerre idéologique, on a quand même des modèles, des points de vue sur le monde, sur les échiquiers mondiaux, la forme d'engager un dialogue sur les questions principales mondiales et surtout un grand désaccord sur la façon dont on gère les changements de frontières des pays. Et dans le cas russe, ça s'est fait par une agression. On peut toujours penser qu'un pays comme la Russie, qui joue dans cette guerre aussi son identité nationale, qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que la Grande Russie? Eh bien, même si je pense que dans l'immédiat, le danger est écarté, c'est toujours une arme à disposition de la Russie qui, selon ses objectifs géopolitiques, pourra effectivement décider de l'utiliser. Donc nous ne sommes pas à l'abri de cette utilisation. Pour coller encore à l'actualité, il y a eu cet épisode en Russie, on l'a abordé en début d'émission, celui de l'assassinat vraisemblablement de Daria Dugina, qui est la fille d'Alexandre Dugin, un intellectuel russe qu'on dit très proche du Kremlin. Le FSB vient d'accuser les services spéciaux ukrainiens de l'avoir fomenté. Gamal Abina, vous qui avez connu Daria Dugina, faut-il s'attendre à une escalade de Moscou après ce meurtre ? Alors déjà, l'escalade est annoncée. Par contre, j'aimerais quand même répondre à ce qui a été dit. Pour Très commencer, bien. je ne suis pas pro-russe. Ça, c'est vraiment une lecture très réductrice de ma vision des choses. J'ai été extrêmement critique des Russes par rapport à l'agression qu'ils ont commis à l'époque dans la Fédération russe, en détruisant quand même quasiment un tiers de la population du côté de la Tchétchénie. Donc, je ne suis pas pro-russe aveuglé. Par contre, je me rends quand même compte de quelques réalités. Si la guerre a démarré, c'est qu'elle a été organisée, cette guerre. Il faut être très clair, on a beau se voiler la face. Il y a bien des néo-nazis en Ukraine, c'est documenté par des Français, donc on ne peut pas raconter l'histoire. Ensuite et surtout, parce que les accords de Minsk qui avaient été signés sous le haut patronage quand même de l'OSCE n'ont pas été respectés par qui? Par la partie ukrainienne. Et que les Russes n'ont pas de problème identitaire. Les Russes, c'est un empire immense qui dure depuis très longtemps. Et s'ils se manifestent de façon violente, c'est parce qu'effectivement, on a poussé à la guerre de façon évidente. Je ne dis pas que les Russes sont des enfants de cœur, loin s'en faut. Je dis simplement qu'il faut être un petit peu objectif. Je viens que du côté de l'Occident, on prétend pas être en guerre, mais qu'on alimente une guerre de l'extérieur, ce qui est d'ingérence. Mais il faut être très honnête. Je veux dire, la question de l'Ukraine en termes ethniques, qui est multi-ethnique, hein, c'est pas un État qui est mono-ethnique, et du côté du Donbass, clairement, ce sont des Russes, c'est pas seulement des russophones. Ils ont été bombardés pendant 8 ans, c'est un fait. Donc c'est juste dire que quand on parle de cela, il faut un peu de mesure et un petit peu d'objectivité. Nous respectons en tout cas votre avis et celui de Sandra Fernandez. D'où le débat. Oui. C'est pour alimenter le débat. Ensuite, la guerre nucléaire, j'y crois pas une seconde, c'est l'esbrouf. Je veux dire, pour qu'il y ait une guerre nucléaire, il faut qu'il y ait deux parties équipées d'armes atomiques. Les Russes sont nucléarisés avec en plus des missiles hypersoniques. Les Ukrainiens, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas d'armes atomiques. Ils ont juste des centrales nucléaires qui peuvent être effectivement des armes sales, puisque ce serait une explosion effectivement, mais pas thermonucléaire. On n'est pas au niveau de l'arme nucléaire. Il n'en demeure pas moins que ça resterait dangereux pour les Ukrainiens et pour les Russes. Ensuite, concernant la question que vous m'avez posée, effectivement, qu'est-ce qui va se passer à la suite du meurtre de cette jeune femme? Je précise dont je ne partageais pas les idées. Mais il n'en demeure pas moins que je n'accepte pas les crimes, et ça fait partie des crimes. Elle n'était pas sur un théâtre d'opération militaire, elle est assassinée chez elle. Donc c'est quand même extrêmement grave. Et bien les conséquences, c'est que les Russes accusent évidemment et immédiatement les Ukrainiens, que les théories du complot commencent à surgir de l'autre côté de la partie qui est inquiétée, évidemment, c'est logique, mais les Ukrainiens ne sont pas non plus des enfants de cœur, ils sont capables de cela. Hein. On a déjà vu dans d'autres temps des actions extrêmement violentes où des civils avaient été tués, en Ukraine même. Donc j'ai envie de dire simplement que ce qui risque de se passer, c'est qu'avec les accusations du FSB qui va dans la direction de dire qu'effectivement ce serait soit la brigade Azov ou des néo-nazis ou simplement l'État ukrainien, eh bien il y aura des représailles évidentes puisque M. Poutine... De quel genre de représailles selon vous? Elles auront sans doute plusieurs formes. Une forme directe, ce serait certainement frapper les états-majors en Ukraine du côté de Kiev, parce que pour l'instant Kiev a été quand même relativement épargné, ou simplement des assassinats ciblés. Les Russes le font très bien, malheureusement. Donc durcir leur frappe alors? Oui, et puis surtout, on a vu au Liban, par exemple, quand il y avait des prises d'otages, les Russes assassinés sans pitié. Ce ne sont pas des gens qui font dans la dentelle, mais là, je pense qu'il va y avoir une réaction violente. C'est une certitude. J'ai d'autres questions à vous poser. Restez avec nous, Gamal Abina. J'aimerais aussi avoir l'avis de Sandra Fernandez. Pensez-vous qu'il y aura escalade après ce dernier événement qui a visé la fille de l'intellectuel Alexandre Dugin?
Alors, dans le contexte russe et dans la façon dont les Russes mènent leurs opérations à l'étranger, et notamment dans le cadre de cette guerre, les Russes peuvent prendre prétexte de tout incident, de tout événement pour justifier une action. Je ne pense pas qu'un assassinat d'une citoyenne russe, apparemment, les étant donné le contexte, madame. Pardon ? Étant donné le contexte de guerre qui... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il serait beaucoup plus probable et beaucoup plus légitime pour les Russes de prendre pour argument les attaques des Ukrainiens en Crimée, qu'ils ne revendiquent pas, mais que les Américains, par exemple, et les Britanniques reconnaissent comme des coups, des frappes ukrainiennes. La Crimée est, aux yeux des Russes, légalement russe. Donc là, effectivement, nous avons plutôt l'épicentre d'une possible escalade de cette guerre. Les attaques en Crimée qui sont considérées territoire russe par le Russe et qui est considérée ukrainienne par les Ukrainiens. Je ne pense pas que cet assassinat de la fille d'Alexandre Douguine puisse porter à une escalade du point de vue du conflit en soi. Très bien. Sandra Fernandez, parmi les événements marquants de ce conflit, j'ai envie d'évoquer le contrôle par les soldats russes de l'usine d'Azovstal à Mariupol. Moscou dit y avoir fait beaucoup de découvertes compromettantes pour les Occidentaux notamment. D'ailleurs, aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde la Russie en cas de tribunal contre les soldats ukrainiens capturés, notamment dans cette usine. Qu'est-ce qui dérange, j'ai envie de vous dire, à ce point? Qu'est-ce qui dérange, quelle découverte dérange dans cette usine? Eh bien, c'est un argument que les Russes utilisent et que mon collègue de plateau a également voulu mettre en exergue dans son... Mais ce sont les Ukrainiens aujourd'hui qui mettent en garde contre un étalage possible des dossiers découverts à Azovstal. Les Ukrainiens vont certainement crier à la manipulation, c'est-à-dire au fait que ce n'est pas vrai ce que les Russes exhibent. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une minorité de combattants ukrainiens qui effectivement font partie de ces groupes néo-nazis, mais c'est une minorité des Ukrainiens plus radicalisés et qui effectivement, selon les données que nous avons, étaient particulièrement présents à Azovstal. Et donc là, nous avons, on a un effet de miroir entre ce que les Ukrainiens continuent à découvrir à Boutcha, les exactions des soldats russes, et là, les Russes vont tenter de faire la même chose à Azovstal en dénonçant les exactions des soldats ukrainiens. De laboratoire, oui. On parle de preuves accablantes faisant fi de la découverte de laboratoires, notamment dirigés par des Occidentaux, où l'on a découvert des armes biologiques. Oui. C'est très difficile de faire un commentaire sur une information qui n'est pas prouvée et qui vient quand même d'un pays, la Russie, où il n'y a pas de presse libre, un pays qui n'est pas une démocratie. Donc c'est quand même assez difficile de se prononcer là-dessus. Je n'ai pas d'informations à ce jour sur le fait que ce soit vrai ou faux d'ailleurs. Donc c'est difficile. Mais par contre, il est clair qu'il y a évidemment dans des cas particuliers de part et d'autre également nous avons eu le tollé provoqué par le rapport d'Amnesty International sur la façon dont l'Ukraine également utilisait certaines de ses infrastructures civiles dans le cadre de cette guerre. Effectivement, il y aura certainement aussi du côté ukrainien, mais de façon plus marginale. Enfin, ce n'est pas non plus ça ne représente pas la globalité de l'effort de guerre ukrainien. Alors, Gamal Abina, je vous retourne la question. Qu'est-ce qui est de si... Quelles choses ont découvert les Américains, les Russes, de si compromettantes dans l'usine d'Azovstal? Je pense que l'usine d'Azovstal, c'est pas une question de laboratoires spéciaux, ça c'est déjà documenté, et on aura les preuves plus tard. Je pense que l'idée d'opposer les démocraties qui seraient
qui serait donneuse de vérité et ne mentirait pas et ne ferait pas de propagande, à une dictature russe qui ferait que la propagande, c'est très réducteur. Je pense qu'effectivement, on est en pleine période de propagande, on l'entend bien, ne serait-ce qu'en France, où c'est vraiment obsessionnel, et je suis très étonné, même choqué du fait qu'on relativise le fait qu'en Ukraine, ça a été documenté par des Français, des journalistes français, c'est pas moi qui le dis, c'est avant la guerre, il y ait une brigade néo-nazie. Je veux dire, dans aucun pays au monde, on aurait accepté cela en Europe, sauf pour l'Ukraine. On fait l'impasse. Alors je rappelle que c'est quand même 5000 combattants néo-nazis revendiqués hitlériens, que leurs enfants sont envoyés dans les Napolas, donc c'est l'équivalent des jeunesses hitlériennes. Bref, en substance, je suis très étonné qu'on dise que c'est pas très grave, que finalement c'est à la marge, qui n'est pas tellement à la marge, puisqu'ils ont intégré l'armée ukrainienne nationale, et que de l'autre côté, les Russes seraient des barbares qui auraient assassiné Butcha, pour lequel on n'a toujours pas d'enquête qui a été conduite. Alors je ne donne pas un semblant aux Russes, évidemment, puisque les Russes font la propagande et ils sont dans leur rôle. Je ne donne pas non plus ce semblant aux Ukrainiens qui ne sont pas les enfants de cœur ni des anges. Il faut arrêter un petit peu de délirer là-dessus. Il faut être très honnête. Il y a un problème en termes d'enquête, puisque les enquêtes ne sont pas conduites. Mais pour prendre un exemple qui tombe sous le sens, qui est intelligent, à savoir les bombardements de la centrale nucléaire, c'est les Russes qui demandent à ce que les internationaux, à ce que l'ONU se déplace pour voir ce qui s'y passe. Donc, c'est qu'ils sont dans leur bon droit. J'ai envie de dire la même chose concernant les autres théâtres d'opération. Des deux côtés, c'est une guerre, c'est donc horrible. Il y a de la propagande en permanence et il n'y a pas les gentils et les méchants de chaque côté. Il y a des torts partagés et il y a surtout une alimentation de la guerre par l'OTAN et donc par les États-Unis qui, elles, se frottent les mains puisque c'est elle qui gagnera. In fine, elle gagne des marchés, elle gagne de la vente d'armement. Donc, il faut être très, très mesuré dans ce qui est dit là. Il n'y a pas question d'être pro-russe ou anti-ukrainien. C'est les populations qui souffrent et ça, je le déplore. Mais il faut être honnête. J'ose espérer, Monsieur Abina, vous poser encore quelques questions. Faute de temps, hein, on va essayer d'être bref. Quels effets ont pour vous vraiment les sanctions imposées pour les pays occidentaux ? C'est les contre-sanctions qui ont été mises en place et qui vont coûter à l'Occident. Là, actuellement, la Suisse est en panique parce qu'elle est alimentée par l'énergie allemande, en substance, 30% à peu près, qui est alimentée par la Russie. Tout est interconnecté et les conséquences vont être durables au niveau des populations puisque l'inflation décolle, parce qu'il y en a qui en profitent, et surtout parce que la Russie, qui a su immédiatement déjouer les sanctions économiques avec la Chine, se trouve mieux protégée que l'Occident, je parle donc de l'Europe, par rapport à ces sanctions. Très bien. Je vous retourne la question. Sandra Fernandez, quel effet ont-eu vraiment, selon vous, les sanctions imposées par les pays occidentaux ? Alors, pour le moment, les sanctions n'ont pas encore eu l'effet escompté, parce que l'effet escompté, c'est vraiment arrêter la machine. On parle d'effet inverse plutôt. Pardon ? On parle plutôt d'effet inverse, enfin du résultat escompté. Les populations d'Europe occidentale comprennent bien que la décision politique d'aider l'Ukraine sans combattre directement la Russie, a des coûts et les coûts seront très clairs l'hiver prochain. Le prix de l'énergie va augmenter. Et donc les sociétés européennes qui voient déjà dans leur porte-monnaie, le citoyen européen voit très bien les effets de cette guerre dans leur porte-monnaie. Ce sera la grande question. Les effets des sanctions dans l'immédiat. C'est déjà des effets. Ouais. Les sanctions ont pour but d'arrêter la machine de guerre de Poutine. Alors, on comprend bien que pour l'instant, l'isolement de la Russie n'est pas atteint, mais de toute façon, quelles que soient les sanctions, il y en a beaucoup d'exemples historiques, notamment contre l'Iran, elles mettent du temps à produire leur effet. Dernière question, j'ai envie de vous la poser avant de rendre l'antenne à tous les deux. En un mot, peut-on s'attendre, selon vous, aujourd'hui à une sortie de crise et une résolution diplomatique de ce conflit? Qui commence? Allez-y, Sandra. Très bien. Je pense que la solution diplomatique n'est absolument pas envisageable pour le moment, puisqu'aucune des parties n'a envie de s'asseoir à la table des négociations. Donc ce sera non. Parce que les deux parties pensent qu'elles peuvent gagner cette guerre encore. Ukrainiens et Russes pensent qu'ils peuvent la gagner. Monsieur Abina. Je pense que ce qui va imposer la solution diplomatique, ce sera l'économie, c'est-à-dire que le réalisme économique. Et je ne suis pas d'accord sur le fait que les Européens ont compris qu'il faille faire la guerre économique pour ne pas intervenir directement. Non, les Européens, je parle des populations, ne l'acceptent pas. On commence à le voir un peu partout, ça manifeste, parce qu'effectivement, c'est leur porte-monnaie qui est touchée et qu'ils ne comprennent pas qu'on intervient dans un pays qui, je le rappelle tout de même, c'est l'Europe orientale et non pas occidentale. Très bien, merci donc à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes journaliste à Beurre FM et à France Maghreb. Sandra Fernandez, je vous remercie également.
Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chercheuse au Centre de recherche en sciences politiques à l'Université de Minho au Portugal. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir et revoir d'autres programmes d'Al24 News en vous rendant sur le site de la chaîne ou sur les réseaux sociaux et nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.